Voilà, bon, merci Gérald, donc à ton tour. Effectivement, un exposé montrant toutes les avancées. Là c'est bon, je peux passer. Oui. Alors, en introduction, je ne sais pas si je peux prendre le micro, je peux détacher, bien sûr. Alors, en introduction de cette session, je souhaite partager avec vous certaines réflexions et interrogations sur les changements profonds dans la forme et le fond de la communication humaine que nous vivons actuellement dans le monde et en France. Depuis un peu plus d'une décennie, nous assistons à des transformations majeures dans la communication, principalement les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Snapchat, etc., et les smartphones. Alors j'ai essayé de regarder comment les sages avaient traduit le mot smartphone, et en fait on trouve deux définitions, l'ordiphone et le terminal de poche. Alors pour l'anecdote, quand j'ai rédigé le texte que je vous lis actuellement, le correcteur d'orthographe a reconnu le mot smartphone, mais n'a pas reconnu ordiphone. Donc voilà, actuellement, ces deux transformations. L'apparition des réseaux sociaux et des smartphones, donc les ordiphones, modifie les codes sociétaux et mondiaux et impose, à mon sens, une réflexion sur les changements inéluctables de la transmission de l'information et par conséquent de la formation et la pédagogie. Je vous propose de faire un retour dans l'histoire récente en reprenant la naissance d'une technologie qui a conduit et même permis à ces réseaux de communication d'exister. Je parle bien d'Internet. Il est d'importance de noter qu'avant l'invention d'Internet, la transmission à distance existait déjà. Elle existait sous des formes très primaires qui étaient le télégraphe et le fax. Lorsqu'on regarde ces deux publicités, plusieurs décennies séparent ces deux photos, mais nous ne voyons pas de modification majeure dans l'outil, alors qu'avec Internet, l'humanité a fait un bond de géant et à une vitesse inouïe dans ce domaine. C'est une véritable révolution dans l'histoire de l'humanité. Donc voici l'un des premiers ordinateurs qui ont vu le jour en 1946 avec ses 72 mètres carrés. 30 ans après sont apparus les premiers ordinateurs personnels qui évoluent à une vitesse qui est difficile à suivre. Il a fallu attendre la fin des années 60 pour qu'aux USA, aux États-Unis, soit créé le premier réseau câblé permettant l'interconnexion de sites informatiques sur tout le pays. Ce réseau, appelé initialement ARPA, puis ARPANET, était le précurseur d'Internet. Initialement développé pour créer un réseau informatique délocalisé reliant plusieurs universités de l'Est et de l'Ouest des États-Unis, telles que l'Université de Los Angeles, Stanford, MIT, Harvard, Santa Barbara et l'Université de l'Utah, dans le but d'échanger des dossiers ou des projets scientifiques. ARPANET prend ensuite une utilisation militaire pour la transmission de données dites en paquets, puisque l'armée américaine voulait conserver, en cas d'attaque nucléaire, intactes certaines informations qu'elle pouvait envoyer ou transmettre en paquets. Et donc ça a pris donc une dimension militaire. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que les plans d'ARPANET sont actuellement exposés au musée de l'histoire de l'ordinateur. Moins de 40 ans après leur création, on est déjà dans l'histoire de la création de ces réseaux. La première page web a été mise en ligne en 1989 par le Centre européen de recherche nucléaire, et c'est dans les années 90, plus précisément 1997, qu'est apparue la technique de transmission sans fil, le Wi-Fi, le Wireless Fidelity. Depuis la fin des années 90, l'accès au savoir est devenu instantané, illimité, et fait intervenir des moteurs de recherche de plus en plus performants. Donc Google, Yahoo, Bing, etc. Le I de électronique, a fait donc son entrée dans notre vie quotidienne. Le email, actuellement, est un outil utilisé
plusieurs fois par jour par nous tous dans notre travail. C'est un outil professionnel incontournable. Mais aussi les achats en ligne, la e-économie, avec un budget actuellement colossal sur notre planète, le e-transport, on ne prend plus un taxi, mais maintenant on prend un Uber, et le e-learning, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Même la télévision est devenue accessible par Internet pour une personne qui n'a pas la télévision comme moi. Suivre un événement politique ou sportif en direct est maintenant possible et facilement via Internet. Et on vient de vivre cette cyberattaque mondiale qui est une nouvelle forme de guerre, et malheureusement je pense que c'est que le début de cette nouvelle forme de guerre qui est portée encore une fois par le I, donc c'est la cyberguerre. Donc les années 70-80 ont donc vu naître le web, et les années 90 et 2000, les réseaux sociaux. Facebook et Twitter rassemblent plus du tiers des habitants de notre planète. Vous voyez, sur Facebook, il y a 2 milliards d'inscrits. Ce nombre incroyable d'humains peut partager, échanger et communiquer sans aucune limite et sans aucune frontière. L'histoire retiendra que seules les guerres ont jusque-là rassemblé un aussi grand nombre d'humains autour d'un projet ou d'une activité. Quel est donc l'impact de ces changements dans notre vie d'enseignant et de formateur en chirurgie ? Je vous propose d'aborder 2 facettes de ces évolutions technologiques, Internet et le savoir, et les réseaux sociaux et la communication. Pour reprendre, concernant Internet et le savoir, pour reprendre l'argumentaire du philosophe français Michel Serres dans son livre Petite Poussette, qui est devenu mon livre de chevet, l'histoire de la pédagogie et de la transmission des savoirs a été marquée par 3 révolutions. La première fut l'écriture. À son invention, le maître et l'élève n'avaient plus à concentrer leurs efforts à retenir par cœur tout leur savoir et pouvaient alors utiliser une partie de leur tête pour faire évoluer ce savoir. Montaigne disait « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Fin de citation. La seconde révolution fut l'imprimerie. Avant Gutenberg, il fallait encore apprendre par cœur et surtout rédiger des manuscrits, ce qui limitait l'accès au savoir. Le savoir devenait donc par l'imprimerie disponible, reproductible sans limite, classé dans des livres, dans des bibliothèques, permettant un accès si large au savoir qu'à l'époque de Gutenberg, l'imprimerie était une révolution pour toute l'humanité. La troisième révolution est pour le philosophe français et pour moi-même, Internet. L'accès au savoir instantané, total, intemporel et interactif. Internet a et va encore bouleverser la pédagogie aussi profondément que ne l'avaient fait l'écriture et l'imprimerie dans notre histoire. Quelles sont donc les modifications survenues dans la tête de nos jeunes étudiants et apprentis chirurgiens, et quelle va donc être leur façon de recevoir notre savoir? Quelles doivent être les modifications de nos outils et techniques de formation? Permettez-moi de vous raconter le déroulement d'un des staffs de notre service qui a lieu tous les mardis entre 15h et 18h. L'équipe, l'ensemble de l'équipe est autour du docteur Debrosse et moi-même. Je me suis amusé à poser 2 questions. La première question était « Qui a un smartphone allumé ?» La réponse était « Tout le monde ». Tous mes collaborateurs avaient un smartphone allumé. Deuxième question, « Qui a une connexion Internet en direct pendant le staff ?» La réponse « Tout le monde ». Donc toutes les personnes, donc les internes, les chefs de clinique, les PH autour de moi avaient un smartphone connecté sur Internet. Nous poursuivons le staff et lors de la présentation d'un dossier est évoqué pour un patient atteint d'un cancer pulmonaire primitif le syndrome de Pierre-Marie, syndrome paranéoplasique. Avant la fin de la présentation du dossier clinique, j'ai remarqué qu'au moins 2 personnes avaient regardé sur un moteur de recherche ce qu'était ce syndrome. Définition, clinique, contexte. Ils avaient accès instantanément à des présentations en PDF, en diapositives, les photos qui sont faites par des universitaires reconnus et disponibles instantanément sur le net. La question que je me suis posée et que je vous pose aujourd'hui
Et quel est alors mon rôle d'enseignant dans ce staff? Que transmettre? Le savoir? Le voilà partout sur la toile, disponible, objectivé, accessible à tous, distribué par tous. Quel est donc? Non, tout est donc à réinventer et à refaire. Les étudiants n'ont plus besoin d'avoir la tête pleine, car elle est entre leurs mains, comme le dit si bien Michel Serres, je le recite, bien pleine en raison de la réserve d'informations, mais aussi bien faite, puisque les moteurs de recherche y activent textes, images et même 10 logiciels peuvent y travailler et traiter d'innombrables données plus vite qu'ils ne pourraient jamais faire. Fin de citation. Nos jeunes élèves tiennent leur cognition dans leurs mains. Dois-je donc concentrer la formation que je donne sur le cheminement logique vers un savoir disponible? Leur apprendre l'utilisation de ce savoir? Quelle place reste au compagnonnage chirurgical? Mon rôle d'enseignant est-il radicalement en train de se modifier? Dois-je donc adapter mon enseignement à mes élèves et aux nouvelles technologies, à l'information et à la communication? Les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile, donc Internet, la lecture ou l'écriture au pouce des messages, la consultation de Facebook n'excitent pas les mêmes zones corticales que l'usage du livre ou du cahier. Nos élèves habitent le virtuel. Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la fois. Ils ne connaissent ni l'intègrent ni le synthétisent comme nous. Ils n'ont pas la même tête que nous. Le deuxième chapitre que je souhaite aborder est les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, Facebook, avec les 2 milliards de connectés, et Twitter, avec plus de 500 millions de tweets envoyés. Pour bien illustrer les changements dans la communication induits par Internet et les réseaux sociaux, je voudrais prendre 2 exemples récents qui montrent clairement l'influence de ces réseaux et le début d'une ère nouvelle de la communication et de son influence. Les élections américaines de 2012 et la victoire de Barack Obama. L'histoire de l'élection d'Obama en 2012 nous fournit un magnifique exemple d'utilisation intelligente des big data en utilisant les réseaux sociaux. Cette élection a inauguré l'an 1 du retraitement de masse des données numériques interconnectées, à savoir l'apparition de la big data comme levier d'action majeur appliqué à des élections. Obama a réussi à s'entourer de jeunes informaticiens venus de Google et de Facebook. Ceux-ci se sont réunis autour d'un projet data, reposant sur 3 piliers. Agrégation des données sociodémographiques et nominatives sur une base géographique, ce sont des données disponibles publiquement aux États-Unis. Corrélation prédictive de vote en fonction de l'historique des résultats électifs précédents par zone géographique, là encore disponible publiquement aux États-Unis, et corrélation avec les sondages d'opinion et les études ad hoc réalisées afin de connaître les thèmes de bascule à proposer. C'est-à-dire que dans un État, traditionnellement conservateur, il fallait plus mettre en avant les arguments de désentêtement, isolationnisme, qui feront plus lever les oreilles que l'évocation du programme de l'Obamacare. Et donc c'est grâce à cette analyse des informations disponibles sur les réseaux sociaux que Barack Obama a pu construire une grande partie de sa victoire. Un deuxième exemple, l'utilisation du nouveau président Donald Trump des réseaux sociaux, notamment de Twitter. Donald Trump a envoyé plus de 350 tweets après donc, sa nomination, faisant de la transition un feuilleton suivi par plus de 20 millions d'abonnés. N'oublions pas non plus le rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans les printemps arabes et le changement dans l'équilibre mondial que ces printemps ont créé. Facebook y a été un acteur majeur. Et nous, les enseignants, les formateurs, pouvons-nous regarder cette révolution, cette évolution se passer sans réagir en adaptant notre enseignement aux nouveaux outils, nouveaux élèves, nouvelles têtes, nouvelles ères. Nos jeunes élèves, étudiants, chirurgiens, ont presque tous un compte Facebook, s'expriment sur Twitter, partagent des documents et expériences via les réseaux sociaux. C'est une réalité que nous devons prendre en compte dans la conception des projets pédagogiques et la formation des nouvelles générations.
Je finis par une citation de Michel Serres, encore lui, qui disait « Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toutes les personnes. Par GPS à tous les lieux, par la toile à tous les savoirs. Nous vivons dans un espace métrique, eux dans un espace topologique de voisinage. Ils n'habitent pas le même espace que nous. Un nouvel humain est né. » Fin de citation. Nous allons tenter avec mes collègues orateurs d'apporter quelques réponses sur les évolutions pédagogiques développées actuellement ou dans un futur proche. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jalal. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors Xavier, Henri, Jacques. Merci beaucoup, vraiment un exposé très, très intéressant. Quand on voit, finalement, on a tous la même expérience des étudiants qui regardent le nom du syndrome pendant le colloque et qui en savent beaucoup après. Donc ça, c'est déjà une incitation, c'est bon sur la plan de la pédagogie parce que ça leur fait chercher quelque chose. Et quand on cherche, on est plus réceptif que quand on reçoit tout bêtement. C'est un premier élément. Deuxième élément, le problème, c'est aussi que l'information sur les réseaux, elle est de qualité variable. On peut avoir affaire à Doctissimo, finalement c'est assez pratique, c'est pas toujours de très bonne qualité pour le niveau spécialiste, etc. Donc, je pense qu'aux étudiants, il faut leur apprendre à avoir le sens critique, à savoir où aller, parce qu'en plus, ça va beaucoup changer, les outils vont progresser, et ce ne sera pas les mêmes dans 10 ans, bien évidemment. Ensuite, il y a le savoir-faire, disons, gestuel pour les chirurgiens. Donc là, c'est vraiment, je pense que notre rôle, il est pleinement important dans le savoir-faire gestuel, avec des techniques de simulation qu'on connaît toutes, dont on va parler aujourd'hui. Et puis, il y a une autre chose que les ordinateurs ou que l'Internet ne peut peut-être pas nous donner, c'est le savoir-faire relationnel. C'est-à-dire relation, gérer un conflit, gérer un malade difficile, annoncer, etc. Et donc là, on a encore sûrement un rôle très important. Mais notre rôle d'enseignant, il est profondément modifié, c'est clair. Absolument, merci. Je suis d'accord avec vous. Le fait de faire des recherches facilement, rapidement, d'une manière intuitive, leur apprend à sélectionner les bonnes informations des mauvaises et ils arrivent à le faire plutôt bien, puisque quand on cherche un syndrome comme celui que je vous ai cité, actuellement on peut tomber très bien sur une présentation dans un congrès d'une société savante d'un des professeurs connus de la spécialité qui a fait une présentation sur les syndromes paranéoplasiques, donc ça reste une certaine référence et ils arrivent à faire une critique assez intelligente qui permet, comme je dis, j'avais plus besoin de décrire ce syndrome, il a fallu que je développe et qu'on travaille avec Denis Lebrosse. On passe beaucoup de temps pendant le staff à essayer de trouver comment les intéresser, parce que s'il n'y a plus besoin de leur dire le syndrome c'est ça. Après, il faut les faire réfléchir sur d'autres points qui leur permettent d'avancer. Oui. Merci infiniment, c'était effectivement tout à fait clair. Je partage votre analyse, parce qu'il restera toujours pour les enseignants, en delà bien sûr de ce que vous avez très bien décrit, parce que dans tous les staffs, chez moi comme chez vous, c'est exactement la même chose. Moi je demande qu'on éteigne les portables quand même, sauf pour celui qui est de garde, parce que sinon... Mais il restera quand même effectivement, non pas tant le savoir-faire que le savoir-être, et puis aussi cette petite chose tout à fait mystérieuse qui fait un petit peu la beauté de notre exercice professionnel, quelles que soient les spécialités, d'ailleurs médicales et chirurgicales, c'est l'apprentissage de l'empathie. Et ça, l'empathie, dans la déclinaison, on va dire pratique, on ne la trouve pas encore sur Internet. Donc en tant qu'enseignant, pédagogue, il nous reste encore un champ d'application. Il ne faut surtout pas avoir peur de ce que vous nous avez présenté pour les générations déjà anciennes dont maintenant je fais un peu partie. En tous les cas, merci, c'était parfait. Merci. De toute manière, Axel Kahn disait ce matin, il ne faut pas avoir peur, de toute manière, ça va avancer. Vous avez posé une question tout à l'heure, vous avez dit qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos étudiants. Alors je vais essayer de répondre à votre question de la façon suivante. Vous savez qu'on peut aujourd'hui mettre dans un ordinateur tous les livres de médecine, même un ordinateur pas très compliqué, hein, et donc avoir un étudiant en médecine parfait, il aura 10 à tous les examens, il sera parfait. Maintenant, cet ordinateur, vous le mettez sur la table, en face il va être un malade, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Donc, c'est le cap dans lequel il faut maintenant
scinder toutes les étapes pour arriver de l'ordinateur, plein de connaissances. D'ailleurs, tout de suite, c'est qu'on peut avoir cette connaissance immédiatement, pas la peine de tout remplir. On peut poser la question, comme le font vos internes, ils posent une question même extemporanément. Voilà. Eh bien, il y a ce gap, c'est pas facile quand même à définir. Je pense que les enseignants devraient beaucoup réfléchir à la façon de répondre à cette question entre la connaissance et la réponse à donner aux malades. Absolument, on est en pleine actualité, puisque maintenant il y a l'intelligence artificielle avec le logiciel d'IBM qui fait un petit peu parler de lui, où on dit que c'est pas parce qu'on a des données théoriques qu'on va pouvoir traiter un patient. Je pense que les différentes réflexions, questions que je me suis posées et que je vous ai posées, c'est parce que ça bouge et je pense qu'il faut réagir. Ça va tellement vite, parce que si on ne réagit pas maintenant, qu'on n'y réfléchit pas, on va être totalement dépassé par la méthode des élèves. Les élèves, il faut qu'on puisse les intéresser. Et la réflexion, c'est la part qu'il faut donner aux connaissances. Et que dans notre enseignement, je prends juste schématiquement, 50% de notre temps était pour donner des informations théoriques et 50% a été pour le compagnonnage chirurgical et l'apprentissage de l'empathie. Je pense que ce pourcentage va se modifier et on va plutôt aller vers un cheminement logique vers l'information, l'empathie et l'accompagnement chirurgical. Alors, je me permets de rajouter que la difficulté, c'est qu'on enseigne ce qu'on a appris à enseigner. Et ça, c'est la grande difficulté, c'est de changer l'enseignant. Il faudrait d'abord changer l'enseignant. C'est toute la difficulté des réflexions que je voulais partager avec vous. Jacques Olivier. Mais moi j'ai une question qui n'est pas résolue par votre exposé, qui au contraire me met le fouillis dans ma tête. Vous avez montré les réseaux sociaux. Chaque fois que j'ouvre mon iPhone, j'ai au moins 30 mails qu'il faut que je supprime. Venant de certaines universités, je communique beaucoup avec le monde entier avec ce procédé, c'est très pratique. Mais ma question est la suivante, c'est que trop d'informations tue l'information. Et quand on voit la liste des réseaux sociaux que vous avez donnés, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut choisir au milieu de tout ça pour avoir une connaissance réfléchie, sage et posée? Alors, je répondrai par une citation de Paul Claudel qui disait « Une question est une réponse ». C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut se poser des questions aussi. On était à un dîner récemment avec nos internes et encore une fois, j'ai été surpris, alors je m'intéresse beaucoup à tout ça. Les internes disaient quand leur téléphone sonne le soir, ça les embête. Ils regardent, c'est papa ou maman, ça les embête parce qu'ils disent moi je vais faire à l'ancienne, il va falloir que je leur parle et que je leur parle à une demi-heure ou 20 minutes. Alors que pendant toute la soirée, ils sont en train d'envoyer des petits SMS aux copains ou aux copines, ils peuvent communiquer avec 10 ou 15 personnes. Donc je pense que, je reviens à votre réflexion, c'est que la difficulté va être à nous adapter à ça. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on sort des choix, mais il faut des choix qu'on est incapable de faire. Ils ont une rapidité de sélection de l'information, ils ont une rapidité d'accéder à l'information. Pour les voir rechercher, quand on fait une recherche, vous me mettez en face d'un de mes internes, vous me donnez un domaine qui n'est pas le mien, que je ne maîtrise pas, et vous me demandez de faire une recherche sur Internet. Il est évident que le résultat qu'un interne va avoir va être 10 fois supérieur, plus rapide et plus pertinent que ce que je vais pouvoir faire. Donc je pense qu'il faut dès maintenant qu'on réfléchisse à comment faire, un, pour les suivre, et deux, pour faire en sorte que ce qu'on leur apprend, corresponde à leur nouvelle tête. Moi, je voudrais faire un commentaire qui va dans ce sens-là. En effet, dans cette avalanche d'informations, il faut apprendre aux gens d'être vigilants quant aux erreurs possibles et aux erreurs d'information possibles. Donc, l'important, c'est de leur apprendre à tout mettre en doute et de leur formater la tête, comme ce qui se passait dans l'ancienne et les écoles de la nouvelle académie de la Grèce antique, où on mettait tout en cause de façon à hiérarchiser les informations. Donc il me semble que l'objectif des enseignants du futur ne sera pas tant de passer des informations que de formater la tête des étudiants pour les mettre en garde face à l'information qui est multiple sur le web. Ça, c'est la première question.
Et en corollaire, vous avez cité le GPS. Le GPS rentrait initialement dans le cadre du soft power, c'est-à-dire dans le cadre des doctrines de Sud-Sud qui ont 2500 ans, où on apprenait aux gens à gagner sans combattre. C'est exactement ça. Et je prends l'exemple du GPS parce qu'à l'origine, quand les Américains ont mis le GPS à la portée de tout le monde, ils n'ont pas dit qu'ils avaient créé une dérive des données de 100 mètres. De 100 mètres. Donc les gens qui utilisaient, les non-américains qui utilisaient le GPS pour, mettons, des objectifs militaires, n'arrivaient pas à mettre au point leurs armes. Il a fallu je vous cite une anecdote, qu'un petit marin de 21 ans découvre le système et mette une correction mathématique, et les Américains sont aperçus de ça, et ont rétabli l'exactitude du GPS en annulant la dérive qui avait été donnée volontairement. Oui, un petit commentaire. Je crois qu'il ne faut pas se laisser intoxiquer par cet accès extrêmement facile à une connaissance illimitée. Ce n'est pas le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est vraiment formater les têtes, c'est transmettre au sens critique. Et tout le reste, c'est de la littérature, il faut dire. Rappelez-vous, on a tous eu des internes qui étaient du puits de science, qui connaissaient par cœur leur Rouvière, qui connaissaient par cœur tous les traités de chirurgie, et ce n'étaient pas les meilleurs. La clé aujourd'hui, c'est de savoir comment formater les esprits. Alors, la question, je vous rejoins sur un point, c'est... Je pense que la comparaison, si je peux me permettre, que vous faites n'est pas tout à fait exacte, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir ce savoir. C'est ça la différence. Et que les internes dont vous parlez avaient besoin de ce savoir, parce qu'ils n'avaient pas accès autrement à ce savoir. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que la jeune génération est en train de dire le savoir, il est là, je n'ai pas besoin de l'apprendre par cœur, je vais apprendre uniquement ce dont j'ai besoin d'apprendre pour le faire. C'est une vraie modification dans les têtes qu'il faut, je pense, et un avis personnel, qu'il faut qu'on saisisse. Si on ne saisit pas cette transformation-là, je pense qu'on va diminuer la qualité de l'enseignement qu'on pourrait donner à ces jeunes générations. Et Facebook, ça a 10 ans. C'est hier. Donc si ça continue à évoluer à cette vitesse-là, je pense qu'on va très rapidement, si on ne prend pas le pli de cette réflexion, être moins performants que ce que eux voudraient qu'on le soit pour leur formation. Alors ça va aboutir à une fragmentation du savoir dans l'esprit des jeunes. Je dirais plutôt c'est une réorganisation qu'une fragmentation. Je pense que c'est vraiment une réorganisation, et pour l'enseignant, et pour l'élève, et l'apprenti chirurgien. C'est la part qu'on va donner, on va modifier, comme j'ai dit tout à l'heure, le pourcentage des missions de l'enseignant qu'on a à donner, qui va être plutôt le compagnonnage au bloc opératoire et l'apprentissage du contact avec le patient. On va en reparler de ça de toute manière au fur et à mesure, encore, et puis après, toi, Rien avec cette question, on va défier son analyse. Vous posiez la question fondamentale de savoir le rôle de l'enseignant. Mais est-ce que c'est pas d'apprendre à apprendre? Et alors, je voudrais vous donner un exemple récent. Ayant discuté avec un proviseur de lycée d'Amiens, il me disait, nous prenons à l'entrée des classes les smartphones des jeunes, parce que sinon, pendant tout le cours, ils sont en train de regarder leur smartphone, et pas forcément sur le cours. Donc, ce qu'on a entendu, c'est l'utilisation parfaite de l'Internet, et il y a aussi des effets délétères qu'il va falloir apprendre à contrôler. Et apprendre à apprendre reste quand même, depuis mai 68, quelque chose d'important. C'est toute la difficulté de la mission. Le cours sera sur le smartphone, on en parlera. Le cours sera sur le smartphone, on va en parler. Est-ce que vous ne croyez pas que, paradoxalement, justement, le rôle de l'enseignant est renforcé? Puisque, en fait, tout le monde avant apprenait le Lagarde et Guichard, et puis bon, voilà, on en restait là. Maintenant, ils ont des informations par milliers,
Et ils ne sont pas aptes à sélectionner l'information crédible. Qu'il s'agit de l'information écrite, ou des vidéos de techniques chirurgicales, ou des vidéos de séances de l'académie, probablement c'est là le rôle de l'enseignant, de leur dire non, c'est pas la peine de perdre son temps à lire des choses comme ça, c'est ça que vous devez lire sur tel sujet, ou ça que vous devez lire. Absolument, c'est rendre, je pense que un des objectifs qu'on doit se fixer, c'est de pouvoir transformer ces données qui sont un petit peu en vrac disponibles sur le net et transformer en données pédagogiques. Comment construire une nouvelle pédagogie? On va en parler avec la simulation, avec le e-learning, avec les vidéos. Je vous prends un exemple rapide, une lobectomie pulmonaire supérieure droite. On tape ça sur YouTube, on va voir plein de chirurgiens qui ont mis sur YouTube un film d'une lobectomie supérieure droite. Ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour montrer que tel chirurgien fait de la lobectomie par vidéo. Par contre, une vidéo qui peut servir de manière pédagogique, c'est-à-dire comment on installe le patient, comment on protège les points d'appui, où est-ce qu'on met les trocars, pourquoi on les met ici, comment on fait les dissections, ça n'existe pas de manière facile et c'est là le rôle de ce qu'on va dire tout à l'heure, donc les MOOC, les formations. Donc il faut réinventer, je pense, la formation, ne pas s'éloigner des points essentiels qui ont toujours existé, mais il faut, je pense, réinventer la formation des jeunes chirurgiens. Merci pour cette session qui s'avance vraiment très prometteuse. Là, je relevais juste une phrase, il faut arriver à les suivre. Parce que nous sommes tous des immigrés dans ce pays de l'informatique. Donc nous apprenons le langage alors que ce n'est pas notre langue naturelle, alors que eux, c'est leur langue naturelle. Et donc je crois que c'est des sessions comme ça qui vont nous permettre peut-être d'adapter notre pédagogie. Alors, je suis vraiment très heureux d'y participer. Merci. Alors, en attendant que Jean-Marc Bast s'installe pour éviter que tout le monde regarde son smartphone, je vais vous faire la lecture du gouvernement Philippe. Donc voilà, Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Nicolas Hulot, ministre de l'Écologie, François Bayrou à la Justice, Sylvie Goulard à la Défense, Jean-Yves Le Drian nommé à l'Europe et aux Affaires étrangères, Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, Bruno Le Maire est nommé à l'économie, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Gérard Darmanin, ministre des Actions et des Comptes Publics, Annick Girardin, l'Outre-mer, Laura Flessel est nommée ministre des Sports, Elisabeth Borne est ministre chargée des Transports auprès de Nicolas Hulot, Marielle Sarnez sera chargée des Affaires européennes, et Christophe Castaner, chargé des relations avec le Parlement, et enfin, Mounir Majoubi est chargé du numérique. Voilà, vous avez toutes les informations qui viennent de tomber. Ce sera un secrétariat d'État. Je vais faire un petit commentaire. Nous venons de vivre un e-événement, puisque pendant une session de l'Académie, nous avons pu accéder instantanément à la composition du gouvernement. On n'a pas dû attendre 17h pour passer un appel pour savoir qui sont les membres du gouvernement. C'est instantané, c'est direct. Maintenant, on a gagné du temps, puisqu'on sait. Vous avez même assisté directement à l'annonce, voilà, pendant qu'on faisait la présentation. On est Détourne, attention. Ah, mais j'ai vu que tout le monde était pour. Oui, absolument.